Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous le sommaire. La célébration du 63e anniversaire du Bénin sera marquée par la présence d'importantes personnalités étrangères. Parmi ceux-ci figure le président nigérien Bola Tinubu. Une invitation qui intervient après des rencontres d'échange entre les deux chefs d'État, suivie du tête-à-tête entre le président Patrice Talon et le richissime homme d'affaires Aliko Dangote. Le Bénin se positionne désormais sur le marché international des vêtements pour enfants Made in Benin, rejoignent les magasins de la prestigieuse marque américaine Children's Space. Plus de détails dans cette édition. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont désigné leurs représentants au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une plénière qui a servi à l'élection des représentants du Parlement béninois. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. La célébration du 63e anniversaire du Bénin sera marquée par la présence de plusieurs autorités invitées pour l'occasion. Parmi ceux-ci figure le président nigérien Bola Tinubu. Cette invitation du président nigérien intervient après des rencontres d'échange entre les deux chefs d'État, suivies d'un tête-à-tête entre le président Patrice Talon et le richissime homme d'affaires Aliko Dangote. Ceci marquera une autre tournure dans la diplomatie béninoise, car depuis son avènement au pouvoir, le président béninois Patrice Talon a habitué ses compatriotes aux célébrations sobres et parfois sans la présence d'un chef d'État étranger. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la semaine écoulée la Journée mondiale de la population. Les manifestations officielles ont eu lieu à Savet, une célébration qui intervient à quelques semaines des assises nationales sur la croissance démographique au Bénin. Le point de la cérémonie officielle avec la télévision nationale. La question de la croissance démographique, plat de résistance de la 34e édition de la Journée mondiale de la population, célébrée ici à Savet. La cité des Mamelles a eu droit à une intense semaine de sensibilisation à moins de 2 mois des assises nationales sur la croissance démographique et de la population. L'évolution de la population du Bénin qui passe de 1980 à 2022 de 3 millions à 12 millions appelle des réflexions. Parce que si la dynamique démographique actuelle reste maintenue, alors nous avons des problèmes. Et nous devons ensemble, de manière consensuelle, réfléchir sur ces problèmes et y apporter des solutions propres à notre pays. C'est à cette réflexion que le chef de l'État nous invite dans quelques semaines. La prise de conscience collective face aux enjeux démographiques passe également par le respect des droits de la femme. Libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes. Faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde. Le choix de ce thème
vise à rappeler à tous et à chaque pays la nécessité de garantir certaines missions. Sur la route du bien-être durable pour nous tous, nous avons aussi la fille et la femme. Le gouvernement du Bénin s'est engagé à s'investir constamment. D'importantes initiatives sont en cours. Toutes ces actions et celles à suivre témoignent de l'engagement du gouvernement du Bénin à voir la condition de la femme s'améliorer et l'égalité homme-femme réalisée dans les sphères économiques, politiques et sociales. Je voudrais réitérer que faire progresser l'égalité des genres est le meilleur moyen de maîtriser le changement démographique et de bâtir des sociétés résilientes. Lorsque nous libérons le potentiel des femmes en leur donnant les moyens de faire des choix concernant leur corps et leur vie, nous favorisons leur épanouissement et celui de leur famille, mais aussi celui de la société dans son ensemble. Le gouvernement béninois et ses partenaires continuent de joindre l'acte à la parole. À Savet, les groupements de femmes transformatrices de soja et d'acajou ont reçu du matériel de travail. Les filles en fin d'apprentissage aussi. Au lieu qu'ils nous donnent du poisson à manger là, ils nous ont appris à pêcher. L'outil qu'ils nous ont donné là va faire de merveilles dans chaque famille. Le gouvernement là, je mets la main sur mon cœur. Merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour la promotion de la femme, pour sortir la femme de l'ornière. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Bénin se positionne désormais sur le marché international. Des vêtements pour enfants issus des unités de production de la zone industrielle Glodjig Bay rejoignent les magasins de la prestigieuse marque américaine Children's Piece. Il s'agit notamment des collants et polos fabriqués à 100% par du coton produit au Bénin. Cette première exportation permettra au Bénin de se faire connaître sur le marché international. Reportage au RTB. Soigneusement empilés dans ces cartons, près de 70 000 vêtements pour enfants, des collants et polos 100% béninois ont été convoyés aux États-Unis en Amérique. Ces productions de la zone industrielle de Glodjig Bay, entièrement transformées à partir du coton béninois, sont le fruit de plus de 2 années de travail acharné. C'est la première fois que, à partir du Bénin, nous allons pouvoir exporter massivement de la production textile en direction du reste du monde et surtout en direction d'un marché très rémunérateur qui est le marché des États-Unis d'Amérique. Avant la fin de l'année, nous allons pouvoir livrer à peu près 700 000 pièces. Si la marque TCP, Children's Place, nous a fait confiance, ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements. Le Bénin, premier producteur de coton en Afrique, enclenche ainsi un important tournant en ce qui concerne la valorisation du textile béninois. Se positionner sur l'un des marchés les plus exigeants du monde est l'assurance d'une amélioration de la balance commerciale. Par le passé, le Bénin était beaucoup plus un consommateur. On ne faisait qu'importer de la marchandise, on ne faisait qu'importer ces Lacoste-là. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons la possibilité d'exporter. Donc ça fait un plus pour nous et puis ça nous permet quand même de nous identifier sur le plan aujourd'hui mondial. Ça suppose que la vision que les gens auront désormais du Bénin va changer. Ça peut également entraîner beaucoup d'investissements. Dans le rang des Béninois également, ces productions locales font objet de fierté et suscitent l'intérêt d'un grand nombre. Ça fera date dans l'histoire, puisque même à l'extérieur, je suis convaincu que les gens vont apprécier. J'ai cette fierté-là que cela peut vraiment générer beaucoup de choses pour le Bénin. Vendre le pays à l'extérieur, c'est à travers ces produits, c'est à travers ces matières, c'est à travers ce qu'on fait. Et ça fait rentrer la devise. Et lorsqu'il y a la devise, alors le peuple est à l'aise. Au moins, si je prends l'habit, je sais que je vois Made in Bénin. Là, je suis fière que, au moins, pour la première fois, le Bénin est encore devant. Donc, c'est la fierté qui m'a amené à programmer l'autre semaine pour aller prendre la course pour les enfants. Et pour une consommation plus accentuée à l'interne, des mesures d'accompagnement pourraient se révéler bénéfiques. Il y a une étude qui a été faite. L'étude qui a été faite, de l'étude là découle beaucoup de combinaisons.
Et cette combinaison débouche alors sur un coût de production. Mais si on produit un bien, on voit quand même que ce bien-là, le coût est accessible à l'exportation, on le fait à l'exportation. Cela suppose quoi? Qu'en interne, l'État doit pouvoir avoir d'autres mesures pour faciliter la consommation alors de ces produits-là. Il ne serait pas bien que nous soyons sous le manguier et ne pas alors jouir des fruits du manguier. La confection de ces vêtements a nécessité la mise en place de plusieurs unités de production et la formation au métier du textile de plus de 1000 compatriotes. L'objectif de la CIPI Bénin est de générer une valeur marchande de 11,6 milliards de dollars par an. Le gouvernement béninois a décidé de l'assurance maladie obligatoire à toute la population. Une des mesures prises pour permettre aux populations de se mettre à l'abri des éventualités susceptibles d'enfreindre leurs aptitudes à servir. Pour la mise en œuvre effective de cette mesure, le gouvernement s'est suffisamment entouré de garde-fous. Les précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbweji. Le temps de confronter notre idée de base à ce qui se fait ailleurs. Nous avons pris aussi le temps de regarder les expériences d'ailleurs. Et ce que nous avons sorti nous semble être un modèle qui pourra être assez efficace. Il reste que, à la mise en œuvre, oui, on peut découvrir telle ou telle insuffisance, telle ou telle faiblesse, et forcément, les correctifs nécessaires seront apportés. Dans tous les cas, les structures en charge de la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain prendront le relais aussi de l'État central pour faire toute l'œuvre de sensibilisation, de communication autour avec les différents acteurs impliqués et tenant compte aussi des expériences ou des actualités qui peuvent naître ailleurs sur ce chantier-là, en tenir compte pour améliorer progressivement ce qui sera mis en place ici. La planification des naissances au Bénin fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la communauté nationale. Dans la perspective des assises nationales du mois de septembre sur la croissance démographique, le directeur général des politiques de développement a clarifié un certain nombre d'incompréhensions et s'explique. Il n'a jamais été question de limiter les naissances, il a été juste question d'amener les parents et les futurs parents à avoir ce que l'on appelle la parentalité responsable. Savoir que si vous faites des enfants, ça va nécessiter des coûts et que ce n'est pas à la société seule de supporter les coûts des enfants que vous faites. Alors les assises sont prévues pour le mois de septembre, mais avant d'arriver aux assises, il y aura toute une consultation communale où nous allons poser le diagnostic aux populations pour leur dire aujourd'hui, le rythme auquel notre population croît, voilà les risques que nous avons. Je vous donne un exemple simple. Vous prenez une famille qui a planifié de faire 4 enfants, par exemple. Si cette famille a les 4 enfants sur 12 ans, ce n'est pas la même chose si le moment où la femme fait son premier geste, par bénédiction de Dieu, elle se retrouve avec 4 enfants en même temps. Vous voyez ce que ça peut jouer sur la consommation, le revenu du ménage. Du coup, ce ménage a besoin d'aide et devient systématiquement pauvre. Alors que si les enfants sont arrivés sur le temps, ce n'est pas la même chose. Le rythme aujourd'hui de 3,5% de croissance de la population pose problème. Parce que chaque année, on compte plus ou moins 450 Béninois de plus. C'est autant d'écoles, c'est autant d'infirmiers qu'il faut recruter, c'est autant de professeurs qu'il faut recruter. Est-ce qu'on continue comme ça ou ensemble, on trouve une solution pour amener les gens à faire des enfants selon leurs capacités à investir sur ces enfants? On parle politique à présent. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a tenu sa 2e session ordinaire au titre de l'année 2023. Au menu des échanges, la question de la remobilisation des militants. Les travaux de la session ont eu lieu à Parakou. Voici le compte rendu. FCBE, le parti Force Cori pour un Bénin émergent, après avoir travaillé à la consolidation de la paix avant, pendant et après les élections législatives de janvier 2023, tient bon malgré son échec. Cette session ordinaire, la 2e au titre de l'année 2023, se propose de relever le défi de la remobilisation. Il s'agira pour nous de réfléchir et de retenir des stratégies de conquête de l'électorat par la persuasion à travers nos valeurs
nos programmes et nos méthodes. Notre défi, c'est de remonter la pente sans verser dans le sensationnel, le radicalisme et le mensonge à notre peuple. Dans sa démarche de pacificateur pour un développement harmonieux du Bénin, la FCBE entend privilégier le dialogue et le consensus. Avec ceux qui vont nous rejoindre, nous continuerons le plaidoyer commencé depuis 2021 en vue de trouver la solution politique. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui au Bénin, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui devait nous opposer. La force Kori pour un Bénin émergent fera tout ce qui est de son possible pour consolider la paix, pour œuvrer pour que chaque Béninois partout où il se trouve, en tout cas soit dans des conditions décentes de vivre. Ensemble avec le peuple, la FCBE reste debout pour un mieux-être de tous les Béninois où qu'ils se trouvent. Dans le domaine de la santé, on s'intéresse au paludisme chez la femme enceinte. Par ces temps de pluie, on observe la prolifération des moustiques entraînant donc un taux élevé de paludisme. Une maladie qui expose à la fois la femme enceinte et le nouveau-né à des complications. Le paludisme, une infection parasitaire grave chez la femme enceinte. Le dossier santé de l'ORTB. Le paludisme, une maladie parasitaire. Il se transmet par des moustiques. Ces symptômes s'apparentent à ceux d'une grossesse chez la femme enceinte. Les effets du paludisme chez la femme enceinte, c'est un peu comme les effets de la grossesse. Nous allons commencer par les premiers signes qui sont la fièvre. C'est une fièvre qui peut aller de 37,8, 38 degrés, même jusqu'à 40 degrés. À part la fièvre, nous avons une asthénie, une fatigue intense. Nous avons aussi des nausées, des vomissements. Nous avons la courbature généralisée et la femme constate que ses urines ne sont plus d'aspect normal. Ce sont des urines qui sont foncées. Ça, c'est des premiers signes. On peut aller dans les cas graves, la personne peut faire ce qu'on appelle le neuropaludisme, c'est-à-dire un genre de coma qui s'associe à la grossesse. En Afrique, le paludisme n'arrête pas de faire des victimes, surtout chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Je suis allée à l'hôpital. On a trouvé que j'avais le paludisme. Avant ça, je me sentais mal et je ne voulais pas me faire soigner. Je pensais que mes malaises étaient liés à ma grossesse. On m'a finalement soigné le paludisme. Malheureusement, j'ai perdu mon bébé. Le paludisme congénital se caractérise en évidence chez le nouveau-né par la présence des massifs parasités. On le retrouve très souvent au septième jour, du premier jour de naissance jusqu'au 7e jour de naissance, au plus tard chez le nouveau-né. Entre mai et juillet 2023, le nombre de cas de paludisme enregistrés chez la femme enceinte et le nouveau-né a augmenté avec des complications du fait de la saison pluvieuse. On peut aller jusqu'à 46%. En néonatologie, on en a reçu des bébés qui sont venus avec la fièvre. Même on observe pour le paludisme grave de l'itère. Le bébé peut présenter une itère et c'est après l'examen qu'on reçoit que c'est le paludisme, c'est dû au paludisme grave. Il peut y avoir un mort fœtal. En dehors de ça, si on évite les décès, que ce soit de la mère ou de l'enfant, il peut y avoir menace ou d'autres complications comme quand l'enfant va naître, quand l'enfant va échapper à tout ça là et naître, l'enfant fera probablement l'itère néonatale. Parce qu'elle est enceinte, l'immunité étant déjà un peu faible, elle ne pourra pas lutter efficacement contre le paludisme. Donc, la femme enceinte fait la forme grave du paludisme. Pour pallier ces complications, l'Agence nationale de transfusion sanguine est régulièrement sollicitée. Ici, la demande en produits sanguins est très élevée. Depuis le 19 mai à la date du 29 juin 2023, et les demandes ont varié entre 3500 et 4230 la semaine passée. Pour Cotonou, par exemple, et Porte-Nouveau, il nous faut au moins, de façon hebdomadaire, aller à 1400 voire 1600 collectes poches par semaine.
Donc ça c'est important. Et nous avons fait le point également pour Cotonou, c'est et ses environs, Atlantique littoral. Et il nous faut par jour prélever au moins 150 à 180 poches. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. La majorité des poches de sang collectées sont utilisées pour répondre aux besoins du couple mère-enfant. Les statistiques que nous avons depuis 2011 jusqu'à 2022 et même au premier semestre 2021 nous montrent que chaque année, le couple mère-enfant consomme entre 67 et 80% des produits sanguins que nous produisons au niveau de la transfusion sanguine. Quel que soit le taux, le paludisme chez la femme enceinte est grave. C'est pourquoi le Bénin, à l'instar de plusieurs pays, a opté pour un traitement à titre préventif. Nous avons un protocole qui est adopté chez nous au Bénin lorsque la femme atteint 4 mois de grossesse ou lorsqu'elle commence par sentir le fœtus bouger en son sein. Nous utilisons ce qu'on appelle SP, sulfadoxine pyrimétamine, ce qu'on appelle SP. Nous utilisons, c'est constitué de 3 comprimés que la patiente doit avaler au milieu des repas. Et ça se répète tous les mois. On peut même aller jusqu'à 4 prises, parfois 5 prises chez certaines patientes. Ça ne suffit pas, il faut pouvoir leur dire de dormir sous moustiquaire, d'éviter les shit, laver autour de leur maison, de faire le désherbage. Il faut que leur milieu soit propre. Je conseille à toute femme enceinte de bien suivre le traitement du paludisme, surtout en cette période de pluie, pour éviter des complications en fin de grossesse. Pour votre santé et celle de votre bébé, il est recommandé d'aller en consultation prénatale, de dormir sous moustiquaire imprégnée et de respecter le traitement préventif intermittent. On parle de l'artisanat à présent. Après de belles saisons nostalgie, la vitrine nationale de l'artisanat béninois reprend des lustres au Bénin. Le Salon national de l'artisanat au Bénin, SNAB, a bel et bien démarré le 17 et se poursuit jusqu'au 27 juillet 2023. Une équipe de la rédaction de Eden Télévision a assisté au lancement. Voici leur compte rendu. C'est une 18e édition placée sous le signe du renouveau de la profession artisanale au Bénin. Les acteurs du secteur sont embarqués dans une nouvelle dynamique depuis l'aboutissement des réformes enclenchées par le chef de l'État et son gouvernement. Cette 18e édition du Salon national de l'artisanat peut être considérée comme l'édition du renouveau de la profession artisanale dans notre pays. Mesdames et messieurs, les artisans et les entreprises et les promoteurs des entreprises artisanales du Bénin sont entrés dans une nouvelle ère depuis l'aboutissement des réformes légales, réglementaires, institutionnelles et organisationnelles résultant de la vision du président de la République, son Excellence Patrice Talon, où le secteur de l'artisanat est intelligemment mis en œuvre par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, le ministre Modeste Kionté Kirekou. L'artisanat béninois est un maillon très important dans le développement du Bénin, un outil puissant, non négligeable. Cependant, plusieurs défis restent à relever. L'artisanat béninois, de par sa diversité et le nombre d'emplois qu'il crée, est un maillon indispensable à la vie sociale et économique du Bénin. Sa contribution à la formation du produit intérieur brut est estimée à près de 13%. Le Burkina Faso a réaffirmé son soutien au Bénin au cours du lancement officiel du salon, de par sa présence qui rehausse l'événement. C'est normal qu'à la demande des organisateurs, je puisse me trouver là pour que nous puissions non seulement encourager l'organisation de ces SNAB, mais aussi et surtout apporter notre modeste contribution sur les échanges sur certains des thèmes des panels. Ici, au Salon national de l'artisanat, le savoir-faire de nos braves artisanes et artisans est bel et bien au rendez-vous, ce qui fait la fierté de quelques participants. Je suis vraiment très impressionnée, c'est le terme, par la variété, la qualité, la diversité des produits que l'on nous propose. Mais évidemment, on a lancé il y a quelques minutes le salon de l'artisanat. Et franchement, je suis très contente parce qu'on a une influence et on voit aussi les
été fait par certains artisans pour présenter quand même des œuvres de qualité, des œuvres originales. Pour moi, c'est une très belle façon de révéler notre pays en mettant en avant le talent des artisans. Il faut rappeler que le Salon national de l'artisanat, édition 2023, rassemble plus de 150 artisans et entreprises artisanales. Le salon est en cours et ce jusqu'au 27 juillet 2023 à la plage de Fidjourset. Les candidats aux différents examens de fin d'année pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 sont désormais fixés sur le sort. Au terme de cette année académique, les taux de réussite sont relativement plus élevés que ceux de l'année précédente. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces forts taux de réussite? À cette question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont tenté de trouver des réponses. Suivons-les au micro de la rédaction de ESAE TV. Je pense que les résultats en globalité, je pense que c'est vraiment bon. Les élèves ont mieux fait, ils ont essayé de faire leur mieux. J'ai beaucoup apprécié ça. Je vois que les pourcentages sont encourageants. Mais en ce qui concerne les niveaux, le niveau, comparé avec le niveau antérieur, ça a un peu de couac. Paraît-il que pour cette année, la réussite a eu un taux un peu élevé. Je remercie et les enseignants, et les parents, et les élèves. Surtout les enseignants. L'approche par compétence dont nous disons là, qu'on apprenne aux enfants. Il y a certains enseignants qui ne maîtrisent pas bien la chose. Notre éducation, ça reste encore. On n'a pas encore, c'est-à-dire le niveau, ça reste beaucoup à faire. Ça reste beaucoup à faire. Parce qu'il y a des apprenants qui passent, qui me saluent, tout juste discuter avec eux, hein, de leur machin là. C'est-à-dire, il y a une complexité. Alors normalement, il ne devait pas être complexé. Vous voyez, ça reste. Je demande les enseignants qui enseignent aujourd'hui, qui n'ont pas pris par certaines choses, par exemple la dictée, hein, et autre chose qui donnaient, hein, correctement dans la matière française. Bon, et ce sont eux qui enseignent aujourd'hui. On a ramené la dictée. Bon, est-ce que c'est bien fait comme avant? Il faut que les enfants aussi, les apprenants aussi, se prennent au sérieux et non se cramper sur l'Android. Voilà le problème. Voilà un problème. Hein? Au lieu d'apprendre leurs leçons, au lieu d'apprendre leurs cours, ils s'accaparent aux Android. Ça ne va pas. Surtout dans nos villages, ça ne va pas. Donc, la réussite de cette année, oui, c'est bon parce que tu as dépensé, ton enfant a réussi. Mais est-ce que le niveau est vraiment atteint? C'est la question que moi je me pose. D'autres ont le bac, mais ils n'arrivent pas à bien s'exprimer. Ils viennent d'avoir le bac. Mais allez leur poser certaines questions. Et allez voir les réponses qui vont vous servir. En voyant par exemple au CPE que nous avions eu un pourcentage de 61,29, c'est bien parce qu'entre-temps, dans les années antérieures, on a eu des pourcentages très faibles. Et le BPC, également 109,21, c'est bien. Je dis même excellent. Bac, oui, là c'est très excellent. Ben, le niveau. Je sais que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour que le niveau soit au top. Hein? Mais il y a un dicton qui dit que aujourd'hui, tu es obligé de prendre un maître répétiteur à la maison pour la bonne compréhension de ce programme. Vous voyez, soit on négocie avec les maîtres
et ils viennent faire la répétition aux enfants à la maison le soir. Ça fait que, quelque part, ça ne va pas. Les enfants n'arrivent plus à s'exprimer mieux en français. Ils ont des problèmes. Et pourquoi ne pas mettre nos langues, ou bien notre langue, ou bien 3 de nos langues nationales dans notre programme d'éducation? Pourquoi ne pas faire ça, ne pas essayer ça? Conclave au Nigeria de la Troïka présidentielle mise en œuvre par la CEDEAO comme force de proposition sécuritaire. Talon, Tinubu, Ambalo, tous présidents africains prennent le cap opérationnel volontaire. Ils apprêtent une feuille de route à soumettre à la CEDEAO pour contrer l'insécurité, le terrorisme dans la sous-région. Reportage. Conscient de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région et plus particulièrement au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, les chefs d'État avaient décidé au cours des travaux de la 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de la mise en place d'un groupe de travail présidentiel. Composé du Bénin, de la Guinée-Bissau et du Nigeria, ces chefs d'État ont pour mission de réfléchir à une solution communautaire efficace contre l'insécurité, notamment le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. C'est donc pour l'atteinte de cet objectif que le président Patrice Talon et ses pairs Umaro Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau, Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, Mohamed Bazoum, président du Niger et président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Oma Touré, président de la commission de la CEDEAO, se sont retrouvés pour la première réunion à Abuja dans la capitale nigériane. Une réunion qui a abouti à de nombreuses résolutions telles que renouer les contacts au plus haut niveau avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. À cet effet, le président Patrice Talon a été désigné aux fins de renouer les discussions avec les autorités de ces 3 pays et préparer une future rencontre avec la Troïka. Réaffirmer l'engagement de la CEDEAO en faveur des principes de transition démocratique et de retour à l'ordre constitutionnel conformément à la charte et au calendrier de sortie de crise décidé par les autorités de chaque pays. Confirmer la volonté de la CEDEAO à œuvrer pour une accélération du processus de retour à l'ordre constitutionnel dans chacun des pays concernés. Sur le plan sécuritaire, le groupe de travail présidentiel confirme l'engagement de finaliser le plus rapidement possible le plan d'action prioritaire pour répondre efficacement avec ses propres forces et ses propres ressources financières à la crise sécuritaire. Un comité technique composé des représentants des pays membres de la Troïka élaborera un plan détaillé en liaison avec les pays en proie à la menace. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a passé en revue le plan de travail annuel PTA 2023. Rogatien Tossou, le directeur de cabinet, a ouvert les travaux en remplacement de la ministre Éléonore Yayi Ladékan, empêchée. Reportage EZAVE TV. Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique évaluent les performances et contre-performances de leur sous-secteur lors de la revue à mi-parcours du plan de travail annuel PTA 2023. Le plan de travail annuel gestion 2023 du MESRS a connu au cours du premier semestre plusieurs difficultés dont les principales sont liées à la mobilisation des ressources. Comme il est recommandé de faire le bilan à mi-parcours du PTA pour mettre en exergue les résultats obtenus, apprécier aussi les difficultés rencontrées, nous nous retrouvons ce matin pour cet exercice qui, à terme, devra nous permettre en commun de mettre nos idées et propositions pour une gestion plus efficace du deuxième semestre de l'année 2023. Pendant les 2 jours de la session, du 19 au 20 juillet, les participants sont appelés à non seulement passer en revue la performance semestrielle de 2023, mais aussi à apprécier le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue du PTA 2022. Représentant la ministre Éléonore Yayi Ladékan empêchée, le directeur de cabinet a présenté les niveaux d'exécution du PTA à la fin du premier semestre. Au 30 juin 2023, les taux d'exécution physique et financière, base ordonnancement, sont respectivement de 28,41% et 30,50% contre respectivement 27,31% et 17,74% en 2022 à la même date.
En comparaison au taux de 2021, l'autorité relève un écart que les différents acteurs de la chaîne des dépenses du ministère doivent étudier au cours de cette session. Les taux d'exécution physique et financière base ordonnancement sont respectivement de 31,50% et 21,51% à la même date en 2021. Il se pose alors un problème qu'il convient de diagnostiquer en vue de trouver des solutions idoines. Ces taux n'intègrent pas les agences, à savoir Semecity, Assise et Assine. Face aux défis qui restent à relever, le directeur de cabinet a exhorté les participants à maintenir le cap en travaillant davantage en symbiose pour l'atteinte des objectifs. Quoique perfectible, la performance réalisée au 30 juin 2023 est meilleure à celle de 2022 à la même période. J'invite donc les acteurs et parties prenantes à recourir davantage aux facteurs explicatifs de cette performance afin que le bilan en fin d'année soit élogieux. Et cela passera certainement par la conjugaison des efforts de chacun de nous et la synergie d'action afin de faire rayonner le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. Du plan de la gouvernance administrative et institutionnelle au plan pédagogique et académique, en passant par la recherche scientifique, l'innovation et les œuvres universitaires et sociales, plusieurs actions et réformes ont été réalisées au cours de la période, objet de la présente revue à mi-parcours. L'ambassadeur de Chine au Bénin, Peng Jingtao, a reçu dans ses locaux ce mardi le réseau média pour la coopération sino-béninoise. Cette rencontre a été l'occasion pour le diplomate d'expliquer l'implication de la Chine sur plusieurs sujets. Peng Jingtao a notamment donné la position de son pays dans la guerre russo-ukrainienne, des propos recueillis par ESAE TV. Après le lancement de la guerre Ukraine, dans les médias occidentaux, on parle beaucoup de la position chinoise. On critique même la Chine d'en profiter, de ne pas critiquer clairement la Russie, de lancer une guerre. Mais en réalité, en fait, depuis le lancement de la guerre, la Chine a prononcé publiquement sa position. Et il a fait des efforts pour promouvoir la négociation, la résolution par une voie pacifique et diplomatique de cette guerre. Alors, la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne est composée en 8 points. Premièrement, il faut respecter la souveraineté de tous les pays. Deuxièmement, il faut renoncer à la mentalité de la guerre froide, de la confrontation des alliances militaires. Troisièmement, cesser les hostilités. Les conflits et guerres ne font de bien à personne. Quatrièmement, lancer les pourparlers de paix. Il faut vraiment encourager les pourparlers de paix, au lieu de le dire seulement en parole. Et en réalité, poursuivre, encourager l'escalade de la guerre. Cinquième, il faut régler la crise humanitaire, parce que dans la guerre, c'est toujours les peuples qui sont les victimes. Et il faut assister, aider les peuples humains en première. Sixième, protéger les civils et les prisonniers de guerre.
Septième, préserver la sécurité des centrales nucléaires. Parce que quand il y a une crise dans une centrale nucléaire, ce n'est pas seulement les victimes, c'est pas seulement les deux pays, Ukraine et aussi les pays voisins, qui sont victimes, c'est le monde entier. Huitième, réduire les risques stratégiques. Neuvième, faciliter l'exportation des céréales. Dixième, mettre fin aux sanctions unilatérales. Onzième, assurer la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Douzième, promouvoir la reconstruction post-conflit. Ça, c'est à peu près la position chinoise sur la crise ukrainienne. Nous avons nommé un envoyé spécial par le gouvernement et il a aussi visité tous les pays concernés. Il ne faut pas oublier que la Chine n'est pas un pays concerné de cette guerre. Toujours au micro de ESAE TV, l'ambassadeur Peng Jingtao a également opiné sur la guerre économique sino-américaine. Suivons ensemble. Pendant longtemps, au début, la porte de la Chine est forcée par les bateaux militaires occidentaux en 1840, par une guerre d'opium. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, la Grande-Bretagne veut vendre l'opium, c'est trop, dans le marché chinois. Et la Chine a refusé à fermer la porte au nom de la liberté de commerce, ils ont forcé la porte chinoise pour l'ouverture. Ça, c'est le début de catastrophe chinoise. Et puis, après, en 2000, avant l'entrée de la Chine dans la GATT, l'Organisation mondiale de commerce, nous sommes forcés beaucoup par les pays occidentaux pour ouvrir la porte, pour réaliser une liberté de commerce. Mais une fois la Chine est entrée, respecter l'ordre de ce commerce mondial, et ces pays ont perdu petit à petit leurs intérêts. Ils veulent changer les principes, les règlements. Donc, alors, c'est comme une course, la compétition de course à long terme. Alors, la Chine respecte les principes de la course de long terme. Nous faisons nos efforts pour courir plus vite. Mais ceux qui sont avancés, quand ils ont vu que la Chine les attrape, ils ont changé de méthode. Ils veulent changer une compétition de course à une compétition de boxe. Non, mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des principes, comme dans les Jeux olympiques. Et ces principes doivent rester, universels pour tout le monde. Le Bénin célèbre dans quelques jours la fête de l'indépendance. À cet effet, la parade militaire se prépare activement à Cotonou. Les unités défilantes et la musique militaire et paramilitaire s'exercent un avant-goût. Le constat de la rédaction de l'ORTB. Elle est déjà en place, la musique de la police républicaine. Les unités qui vont défiler aussi. Les colonnes doivent être bien parallèles, bien droites. Chaque homme à sa place. C'est mesuré au millimètre près. Elle est venue aussi, la musique de l'armée de terre. Maintenant, l'exercice de défilé. Les unités de la police républicaine d'abord. Elles défilent en présence des plus hautes autorités de la police républicaine. Les pieds doivent se lever au même moment et se poser avec souplesse, comme pour un félin. Le tour des unités des armées à présent.
Les chaussures ici doivent marteler le sol. Encore plus fort. C'est la prussienne. On vérifie l'alignement des hommes dans les colonnes, la position des chaussures qui se posent au sol le 1er août 2023, dans la matinée, devant tout le peuple béninois. Lors de la parade militaire, tout doit être parfait, pas presque, mais parfait, vraiment. Merci Ghislain Pouguet pour le commentaire martial. En moins de 2 semaines, le 1er août, oui déjà, journée dédiée à la commémoration de l'indépendance du Bénin. Pendant que les militaires et forces paramilitaires s'apprêtent, les citoyens, eux, en ont des attentes, de belles exhibitions. Ils ne cachent pas aussi leur nostalgie sur les récentes célébrations. Certains croisés à Cotonou se sont confiés à Jennifer Sativi et Patrick Imavo. Suivant. Déjà, pour la dernière édition, j'ai beaucoup apprécié le défilé avec l'hymne national chanté en langue nationale. Ça, c'était vraiment original, authentique. Et je pense que nous devons continuer avec ça. Extérieurement, on peut bien sûr parler du cadre où se tiennent les manifestations officielles. Le cadre est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus agréable à regarder. On a un sentiment une certaine fierté. Il y avait eu un défilé au niveau de la marine. Donc c'est aussi un changement aussi. Et s'il pouvait encore avoir d'autres défilés et d'autres catégories d'armées, donc ça serait aussi une bonne chose. Nous avons eu beaucoup de différences par rapport à nos armées, puisque avant, ils n'avaient pas les moyens de déplacement qu'il faut. Il y a des choses que notre président a amenées et ça fait la différence. C'est-à-dire, place Amazon comme ça, là. On a appris qu'il y a les femmes Amazon ici et ça et ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle Amazon? Je ne savais même pas. Je n'ai pas de très grandes attentes, principalement que les choses se passent dans la paix, comme toujours. Et ça, c'est l'une des choses que j'apprécie chez les Béninois. Quand même on ne s'entend pas sur tous les points, lorsqu'il en arrive à quelque chose qui implique tout le monde laisse de côté pour un certain temps tout ce qui divise et nous célébrons ensemble. Nous constatons simplement que l'indépendance s'arrête au festival, au défilé militaire. On a l'impression que la fête de l'indépendance c'est juste un défilé et puis ça s'arrête là. On veut bien voir quelque chose d'autre. Il y a beaucoup d'autres festivités qui peuvent s'organiser afin qu'il peut y avoir des panels, il peut y avoir d'autres expositions pour témoigner également de ce que le Bénin avance sur les autres plans. Nous voulons qu'il y ait des défilés civils et que les civils aussi participent beaucoup au défilé du 1er août. Notre indépendance peut commencer réellement si nous sommes économiquement libres, politiquement libres et culturellement nous dépendons de nos propres habitudes. C'est-à-dire si nous sommes vraiment, si on ne copie pas les autres. La visite du travail du vice-président du FIDA et sa délégation est aussi l'occasion pour les responsables du fonds de passer en revue les réalisations des projets du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. C'était au siège du PROCRA à Abomey-Calavi. Occasion pour les cadres d'apprécier l'impact des divers projets sur l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. À ce propos, suivez cet élément réalisé par la télévision nationale. Ici, au Bénin, actuellement, nous avons un portefeuille de 3 projets avec un investissement de 500 millions de dollars dans le secteur agricole et aussi un projet sous-régional entre le Togo et le Bénin. Je suis très, très impressionné. Le portefeuille de FIDA a augmenté beaucoup, a amélioré beaucoup et je voudrais remercier le gouvernement pour toute la collaboration. Au cœur de nos échanges, je peux noter l'engagement des autorités du Bénin à faire du secteur de l'agriculture et un pilier du développement du Bénin. La vision du gouvernement, c'est une vision très, très impressionnante. Il y a beaucoup d'opportunités d'améliorer le partenariat avec le gouvernement et le FIDA. Et pour cette raison, avec le bon résultat et avec la bonne vision du gouvernement, je suis satisfait de confirmer que nous commencerons une ouverture d'un bureau
ici, à Cotonou, un bureau de feeder, et j'espère que nous pouvons ouvrir le bureau avant la fin d'année ici. Comme nous avons un partenariat de 45 ans, je suis certain qu'avec un bureau au Cotonou, que nous avons un partenariat plus fort pour la prochaine 45 ans. Merci beaucoup. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont désigné leurs représentants au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une plénière qui a servi à l'élection des représentants du Parlement béninois qui doivent siéger dans les parlements régionaux et certaines institutions de la République. C'est au terme d'une journée marathon que les différentes désignations et élections ont été actées à la satisfaction de l'ensemble des députés. 5 secrétaires des bureaux des commissions permanentes désignés, tous issus du groupe parlementaire Les Démocrates. Il s'agit des députés Célestin Houssou, Isiaka Aruna, Tahiru Imoru, Alassane Sabi Karim et Élise Aïhé. Abordant le deuxième point à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale ouvre le scrutin consacré à l'élection des députés devant siéger au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme. Les 2 listes soumises recueillent 89 voix pour, 1 contre et 0 abstention. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance du mercredi 19 juillet 2023 ses représentants à la Commission béninoise des droits de l'homme. Il s'agit de 1. Titulaire Sinan Unengi Bio Gounou et son suppléant qui est Lokosu Léopold. 2. Olosoumaï Hélène comme titulaire et sa suppléante qui est Oumenou Maouyon Denise. Quant au résultat du vote de la liste des députés démocrates devant siéger au niveau des parlements régionaux, les résultats se présentent ainsi qu'il suit. Parlement panafricain, Deyin Fadeyon Léon. Parlement de la CEDEAO, Wassangari Biosika Abdel Kamel. CIP UMOA, Sojinu Michel François Olutoye. Les 2 derniers votes sont ceux consacrés à l'élection des représentants des démocrates devant siéger à la Haute Cour de justice et à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Le député Gafaro Adéchokan est plébiscité pour la première institution et Viviane Orutama pour la seconde. Ces désignations et élections marquent ainsi la fin de la 2e session extraordinaire au titre de 2023. Annoncée depuis quelques mois, la nouvelle chaîne de télévision béninoise A+ Bénin est désormais une réalité. La nouvelle chaîne a été lancée ce mercredi 19 juillet 2023 par la directrice générale de Canal+, Abonné, et la ministre du Numérique, du Sport et de la Culture. C'est à travers une conférence de presse, le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec la rédaction de E-Télé Bénin. C'est à travers une conférence de presse en simulation d'émission que la nouvelle chaîne de télévision A+ Bénin a été officiellement lancée. Cette chaîne de télévision qui se veut le miroir du pays est née de la vision du groupe Canal+ et de l'État béninois de faire rayonner le Bénin et de stimuler l'écosystème audiovisuel. Dès le début de ces programmes, ce 24 juillet 2023, A+ Bénin offre des émissions exclusivement réalisées et produites au Bénin. Pour Yacine Alao, la directrice générale de Canal+ Bénin, A+ Bénin vient en réponse à une demande des abonnés béninois qui ne se retrouvaient pas encore dans le contenu que leur proposait Canal+. Avec A+ Bénin, on vient répondre à une demande de nos abonnés béninois. C'est vrai qu'on a beaucoup de contenu sénégalais, camerounais, ivoiriens, et il y avait de fortes attentes de nos abonnés et des béninois au sens large de pouvoir se retrouver dans les histoires qu'on raconte et de pouvoir trouver des scènes de leur vie quotidienne dans les contenus qu'on propose. C'est vrai que cette chaîne, elle arrive et elle répond à cette attente-là de longue date, donc on est heureux de pouvoir
y répondre. Et c'est vrai que ça va être une chaîne qui va pouvoir mettre en lumière la richesse et la beauté de notre beau Bénin, j'aimerais dire. A+ Bénin se veut être une chaîne généraliste béninoise qui va s'adresser au public béninois et qui va leur donner la parole à travers plusieurs programmes. La première d'entre elles, c'est On se parle cash, où les gens viendront débattre sur tous les thèmes qui concernent les Béninois. Il y a les pour, il y a les contre, et on tentera de mettre les gens d'accord. L'autre émission s'appelle Défends tes 50 000. Eliphaz, l'humoriste que vous connaissez tous, va faire le tour du pays, le tour du Bénin pour aller poser ses questions de culture générale. Il faut répondre à 5 bonnes questions. Donc en plus, vous vous instruisez et en plus, vous gagnez de l'argent. Et puis la troisième émission, notre troisième pilier, c'est Mon Beau Bénin, qui vous permettra de partir à la découverte ou à la redécouverte de votre très beau pays qu'est le Bénin. Je terminerai en disant qu'il y a un quatrième pilier, c'est le football, puisque le championnat de football qui reprendra au mois de septembre sera diffusé sur A+ Bénin, les 2 plus belles rencontres. Et le dimanche soir, il y aura une émission pour les résultats, tous les meilleurs résultats de football de la semaine. Le gouvernement s'engage à faire de cette chaîne une tribune de révélation des talents béninois. La chaîne A+ Bénin, c'est une chaîne qui veut donner la parole à tous les Béninois, qui veut ressembler aux Béninois, qui veut être proche des Béninois. Et c'est une chaîne donc qui, dans le paysage audiovisuel, va également venir apporter une nouvelle dynamique de production, une nouvelle dynamique également en ce qui concerne les acteurs de ce secteur des médias. Cette nouvelle chaîne A+ Bénin est assurément un outil de communication qui permet au Bénin de montrer ce qu'il est en train de devenir, non seulement ici au Béninois, mais aussi pour tout le public international. Cette chaîne offrira l'occasion aux acteurs sportifs et aux acteurs culturels d'être vus dans leur plus belle expression. Les différents championnats seront retransmis sur cette chaîne grâce à la capacité de production dont l'État béninois s'est doté, avec une équipe conduite par des experts internationaux et aussi des ressources humaines compétences nationales que nous avons formées et mises ensemble. Cette chaîne sera présente à toutes les grandes manifestations officielles, à tous les grands événements culturels. Toutes disciplines confondues, les différents championnats seront retransmis. La nouvelle chaîne de divertissement est disponible sur la formule Canal+, au numéro 271, mais également sur la TNT à la position 13 et est accessible à compter du 24 juillet 2023. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 19 juillet 2023 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. Au chapitre des mesures normatives, modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. Pour rappel, le diagnostic du secteur de l'éducation avait mis en exergue la baisse continue du niveau des apprenants du primaire comme ceux du secondaire, puis fait apparaître l'insuffisance de professionnalisme de bon nombre d'enseignants, malgré les multiples renforcements de capacités dont ils ont bénéficié. Dans la recherche de solutions adéquates pour corriger cette contre-performance et relever la qualité des enseignements, le Conseil des ministres avait décidé, entre autres mesures, de procéder à une évaluation collective des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, en service au 31 décembre 2007 et reversés au 1er janvier 2008 en agents contractuels de l'État. Conformément à ces engagements lors de l'organisation de la dite évaluation en 2019. Le Conseil, à la suite des rapports faits sur le sujet, a également décidé du reversement des enseignants des 2 sous-secteurs ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation, soit 9 051 enseignants sur les 17 810 ayant composé. Ainsi, les enseignants concernés possédant le titre de qualification professionnelle requis pour l'accès aux corps indiqués seront reversés, grade pour grade, à compter du lendemain de la date de l'évaluation diagnostique et sont dispensés de stages probatoires.
Quant à ceux qui ne disposent pas de titre de qualification professionnelle, ils seront reversés comme élèves fonctionnaires et conserveront leur salaire. Il appartiendra ensuite au ministère dont ils relèvent de prendre les dispositions appropriées pour l'organisation de la formation professionnelle à leur intention en vue de l'obtention du titre de qualification requis. Ont été par ailleurs adoptés au titre des autres mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Au chapitre des communications, en point 1, mise en œuvre du projet de la traçabilité des médicaments au Bénin, e-pharmacie, et prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les réformes engagées dans le secteur de la santé prennent en compte la mise en place d'un système d'information pharmaceutique intégré. Ce mécanisme vise à sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à maîtriser leur traçabilité depuis les laboratoires fabricants jusqu'au dernier utilisateur, tel que l'avait décidé le Conseil des ministres en 2019. Dans ce cadre, une structure compétente avait été retenue pour la conception, la réalisation et le déploiement de cette solution et dont la mission se déroule comme prévu. Mais au regard de sa structuration, il est apparu nécessaire de solliciter les compétences d'un cabinet pour une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du projet. Celui-ci mettra à disposition un pôle de consultants seniors, tous spécialisés dans la traçabilité des produits de santé à l'international, experts dans la connaissance, la mise en œuvre et le déploiement des standards en la matière, en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. Il veillera également au respect de la réglementation nationale en vigueur. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires pour que les objectifs fixés soient atteints. En point 2, compte rendu du déroulement des examens scolaires au titre de l'année 2022-2023. Les ministres chargés des différents ordres d'enseignement ont fait au Conseil le point du déroulement de l'année scolaire avec un accent particulier sur les examens qui la sanctionnent. Il en ressort que les activités pédagogiques se sont bien déroulées sur tout le territoire national avec une bonne exécution des programmes dans le respect du calendrier établi. Cette dynamique positive, qui s'observe depuis quelques années, est à l'actif des apprenants, de leurs encadreurs et confirme le bien fondé des réformes en cours dans le secteur éducatif. Ainsi, au plan national, les taux de réussite aux divers examens s'élèvent à 81,29% pour le certificat d'études primaires CEP, 69,21% pour le brevet d'études du premier cycle BEPC et 63,08% pour le baccalauréat. En prenant acte de ces résultats qui restent perfectibles, le gouvernement adresse ses félicitations à tous les acteurs de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Il relève cependant que la pratique consistant à classer les départements par ordre de mérite manque de pertinence. En effet, s'il peut être utile de faire des comparaisons pour susciter une saine émulation, mais aussi analyser les données année après année en tenant compte des contextes spécifiques et des dynamiques locales, les disparités qui s'observent encore dans les conditions d'apprentissage d'un département à l'autre faussent l'objectivité d'une telle démarche. Celle-ci génère par ailleurs des déviances de la part de certains acteurs de l'éducation, soucieux d'améliorer coûte que coûte leur classement, et il conviendrait d'y mettre fin. Le Conseil encourage tous les acteurs de notre système éducatif à poursuivre ces efforts qui participent de la performance continue de l'école béninoise. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature,
M. Laziwole Alade Abdou Karimi Adeoti est nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Je vous remercie. Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres cette semaine. Le gouvernement a interdit le classement par département des résultats aux examens nationaux. L'exécutif relève que la pratique consistant à classer les départements par ordre de mérite manque de pertinence. Quelques citoyens béninois interrogés commentent cette décision du gouvernement béninois. Élément signé ESAE TV. Je suis étonné de cette décision. Parce que quand j'ai étudié la chose, j'ai vu que peut-être que le gouvernement veut pallier à la discrimination causée par ces annonces-là. C'est une décision vraiment que je vois qui me fait un peu réfléchir. Je crois fermement que le gouvernement sait pourquoi il a suspendu ça. Donc je crois que c'est pour sûrement qu'un travail soit fait au niveau des écoles dans nos départements pour qu'il n'y ait pas à l'avenir une concurrence entre ces écoles-là. Moi je pense, donc je crois fermement que c'est une bonne décision, quoi. Je pense que cela permettait quand même que les établissements puissent faire d'efforts dans la même logique que cette décision antérieure. Mais je pense qu'il faudra que le gouvernement pense à revoir un peu cette décision-là et un peu recadrer pour que quand même les établissements puissent continuer dans les différentes actions qu'ils mènent par rapport aux enseignants pour les encourager à pouvoir bien travailler, les contraindre quand même à aider les étudiants, les élèves, les écoliers dans leurs activités quotidiennes. Chaque département doit savoir comment se comporter pour être premier. Mais si on interdit de la publication de ces résultats, je ne sais même pas si les réseaux qui vont avancer vont nous convaincre. Sinon, donner les résultats par département, je pense que c'est une très bonne chose. Peut-être que le gouvernement ne veut plus qu'il y ait de frustration au niveau des enseignants, ni au niveau des parents, ni au niveau des enfants. Mais qu'est-ce qui motive le gouvernement à interdire ça? Moi, je ne vois pas. Parce qu'il faut concurrencer. Ça motive aussi les gens à bien travailler. Si ce département qui est premier cette année, l'autre département peut se forcer et dire « je vais être premier ». Dans l'avenir. C'est comme si c'est un championnat qui est lancé. Il y a des départements, d'autres départements veulent être premiers, l'autre aussi veut être premier. Ils vont essayer de bosser pour travailler. Mais si on sanctionne les directeurs et consorts, c'est tout à fait normal de donner les résultats par département. Mais je ne connais même pas les raisons pour lesquelles ils ont interdit ça. Quant à moi seul, on doit donner les résultats par département. Mais moi, je ne vois rien de mal de publier les résultats par département. Là. Moi, je ne vois rien de mauvais là. Il faut publier ça. Si aujourd'hui, cette année-là, c'est la Liborie qui a beaucoup plus travaillé, qu'on le dise. Et comme ça, ça va amener les autres enfants aussi à redoubler d'efforts. Mais qu'est-ce qui cause le problème? Pourquoi les enfants ne travaillent pas bien dans certains départements, dans certains villages? Le Bénin célèbre chaque 22 juillet de l'année la journée de l'artisan. À l'occasion de cette célébration, un hommage est rendu aux artisans béninois. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Recherche de l'Emploi, Modeste Kérékou, a adressé un message à l'occasion à l'endroit des artisans. Ceci dans le but d'honorer les artisans pour la contribution du développement économique et social du Bénin. On le suit. Chères artisanes et artisans, je voudrais vous rendre un vibrant hommage et vous exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et de son chef pour vos efforts. Faut-il le rappeler, c'est le fruit de votre imagination et votre ardeur au travail qui nous permet de révéler le génie créateur béninois. Au-delà des défis liés à une mise à niveau en termes d'équipement, de qualité et de précision, et à l'adaptation aux nouveaux outils de communication, de marketing, au renforcement de capacités des maîtres artisans
je puis vous rassurer de la disponibilité et de la volonté manifeste du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat en vue d'asseoir durablement son développement et son émergence et de le positionner comme un véritable secteur économique et un levier de croissance et de développement socio-économique. En guise de reconnaissance au travail bien fait et conformément aux dispositions prévues par le décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, cette célébration de la journée de l'artisan béninois sera marquée d'un cachet spécial à travers l'octroi de prix aux artisans méritants. Cet acte symbolique témoigne de la volonté du gouvernement de reconnaître la valeur des artisans et de leur rendre un hommage mérité. Le Salon national de l'artisanat du Bénin étant toujours en cours jusqu'au 27 juillet 2023 sur l'esplanade de la plage de Fidrosset, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion que m'offre la célébration de la journée de l'artisan béninois pour lancer un appel à toute la population à le visiter afin de découvrir et de profiter de la richesse de ce salon. Vous y découvrirez le génie et le talent de nos valeureux artisans. Ils méritent votre soutien et vos encouragements multiformes, notamment par l'achat de leurs œuvres. Pour finir, je souhaite, au nom du gouvernement, à tous les artisans dans nos 12 départements, 77 communes et 546 arrondissements, une joyeuse célébration, une excellente journée de l'artisan béninois orientée vers un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. Bonne fête à toutes et à tous. Les 11 membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture, nommés par décret, sont officiellement rentrés en fonction en présence du président du conseil d'administration, Jean-Michel Abimbola, actuel ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les nouveaux membres sont installés pour une durée de 3 ans. Le film de la cérémonie avec la rédaction de E-Télé-Bénin. Les 11 membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture nommés sont officiellement installés. L'Agence de développement des arts et de la culture est la nouvelle dénomination de la Galerie nationale créée par le gouvernement en mars 2020. Le président du conseil, Anon, Florent Kwaozotti. Cette nomination est essentiellement motivée par les différents défis qui nous attendent dans l'accomplissement du travail qui nous est dévolu. On dit souvent que la fierté implique la responsabilité. Et cette responsabilité, nous la devons à plusieurs strates institutionnelles. D'abord, ceux qui nous ont fait confiance, le chef de l'État, le gouvernement et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est eux qui ont trouvé en nous, chers collègues, les compétences et les profils capables d'insuffler à la fois la technicité et l'artistique dont a besoin la DAC. Le deuxième niveau de responsabilité qui nous échoit, c'est par rapport à nous-mêmes. Platon, le grand philosophe, avait inscrit sur le fronton de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Je dirais par le paraphrasant que nul n'entre ici dans le conseil artistique s'il n'est artiste ou acteur culturel. Cela prouve le degré de responsabilité que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres, c'est-à-dire ceux avec qui nous avons l'habitude de commercer. Le monde, d'où d'ailleurs nous venons. C'est un établissement public qui a pour mission de contribuer à la promotion des arts plastiques sous toutes ses formes. Elle est la structure opératrice de l'État dans le domaine des arts plastiques. L'ADAC a pour mission
précisément dans ses attributions de promouvoir l'économie culturelle et artistique dans les disciplines des arts visuels, des arts de la scène, du livre et de la lecture. Son action nous permet d'enclencher de façon efficace et efficiente l'éclosion d'une économie culturelle créatrice de richesses et d'emplois et de mettre résolument les arts et la culture au rythme de l'ultime étape de mise en tourisme de notre destination, la destination Bénin. L'ADAC est sous la tutelle du ministère en charge de la culture et couvre la production et la promotion artistique et culturelle, l'appui technique et financier aux artistes, la coopération internationale et le développement partenarial. Les membres installés exercent une mission d'appui conseil auprès de la direction générale et du conseil d'administration sur les questions d'ordre artistique. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ESAE TV.